Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous nous entendez bien? Salut tout le monde. Bonjour. Ok, parfait. Merci pour votre réactivité, ça fait plaisir. Bon, ça a Tu sais l'air que ça me de... fait, ça me fait penser à un truc que j'ai entendu qui distingue les millennials de la génération Z. C'est que la génération comme nous, les vieux, on attend, tu sais, quand on fait des vocaux, on attend d'être sûr quelques secondes avant de savoir si c'est parti. Et alors qu'en fait, les millennials, ils commencent à parler dès que c'était. Mais tu as eu un temps d'attente et ça me fait trop penser à ça. C'est vrai, c'est pour ces anecdotes qu'on invite Thomas au webinaire. Ouais, que C'est pour ça. ça. J'en ai plein. J'en ai plein. Bon, alors, je suis pas sûr qu'ailleurs Alan fasse partie des anciens. Moi, je suis peut-être le plus vieux de la bande, là. Moi, je suis Mais, tout jeune. C'est d'ailleurs mon premier webinaire, Ah, mais bien écoute, accompagné. bah, écoute, Donc, j'espère que notre audience sera indulgente avec nous, oui, c'est sera ça. sympathique. Bienvenue à tous en tout cas pour ce webinaire donc e-commerce en 2023. Tu convertiras. Je regarde juste un petit peu les participants, mais je pense, merci Guillaume, je pense qu'on va pouvoir commencer. et merci à ceux, Alain, je te coupe, moi je trouve ça cool, les personnes comme Pauline qui se présentent et qui nous disent un peu d'où ils viennent et même potentiellement aussi ce qu'ils font. Ça nous permet toujours d'être un peu plus juste sur notre discours et de l'adapter en fonction des secteurs qu'on voit dans l'audience ou en fonction des postes que les personnes ont au sein des boîtes. Donc moi je trouve ça assez cool s'il y en a quelques-uns qui se présentent aussi. Voilà. Carrément. On veut tout savoir, dites-nous tout. En fait, c'est pas un webinaire où vous allez apprendre des choses, c'est un webinaire où vous allez tous nous dire. Donc déjà, on a un dompteur de lion, j'adore, qui mange des frites à la bière en plus, du coup. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est ça être multitâche. Ou Pour introduire, Sophie, elle nous challenge direct, performance, transformation digitale. Donc en ça gros, nous met bah la là, pression. Pas qu'on se voilà. trompe. Salut Frédéric, je t'enverrai mon adresse parce que du coup, je vois Vigneron dans la vallée du Rhône. Est-ce qu'on en profite pour se présenter nous aussi? Allez, on Carrément, attaque. Alors, Allez, du allez. coup, je te laisse commencer, Flora. Ouais. Alors pour ma part, je suis responsable des partenariats et de l'acquisition chez Payplug. Ça fait trois ans que j'y suis. Et donc, pour ma part, c'est pas mon premier webinaire. Eh bien, bonjour à tous, j'enchaîne. Donc Thomas, moi je suis je gère les partenariats et business développement chez Evolutive Group. Evolutive Group, on est une agence e-commerce et on accompagne les marchands. Je vois certaines personnes comme Anaïs, je crois, où on s'est rencontrés à l'un de nos événements parce qu'on organise plein d'événements un peu partout en France où on invite plein de marchands, l'apéro tour e-commerce pour ceux qui en entendent parler. Et puis on va lancer un brunch cette année. Enfin voilà, donc on aura peut-être l'occasion de se croiser en vrai. Et Alan, moi je suis sales chez Kiliba depuis 2020 et féru de brunch, donc je serai au brunch de Thomas, mais en tant que client plutôt, en tant que consommateur. Et avec Kiliba, pour vous expliquer rapidement, on accompagne les e-commerçants qui n'ont pas forcément le temps d'activer le marketing automation, qui est un levier marketing absolument incroyable une fois qu'il est en place, mais qui est toujours assez long et complexe justement à activer quand on n'a pas 10 personnes sur la partie marketing digital. Un petit mot sur Payplug. Nous, on est une solution de paiement française fondée il y a 10 ans. Qui s'adresse aux commerçants de toute taille. Je vois dans le chat qu'il y a aussi bien des personnes en création que des entreprises bien plus matures. Nous, l'idée, c'est d'apporter à nos 20 000 clients une solution ultra simple d'installation et d'utilisation au quotidien pour que le paiement ne soit pas un sujet au quotidien. En revanche, que ça le soit pour devenir un levier de croissance, un levier de conversion. Et ça, c'est un peu sur quoi on va revenir aujourd'hui. Comment faire du paiement à levier de conversion. Donc, je ne spoil pas tout de suite. Mais Payplug, je finis par dire que ça se démarque aussi par l'accompagnement dans votre langue avec des équipes en France qui vous accompagnent aussi bien sur les problématiques paiement, mais plus globalement
sur vos enjeux e-commerce. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ne pas rester trop focus paiement, mais de parler globalement conversion, expérience client. Merci Flora. Et comme je ne fais absolument rien comme tout le monde, eh bien, je vous présenterai Evolutive à la fin de ma présentation et non pas au début. Moi, je vais commencer par être tout de suite hyper désagréable. Voilà, Flora et Alan qui me connaissent bien savent que c'est tout à fait le personnage. Mais 97% du trafic que vous générez, que nous générons avec vous, n'amène pas un seul euro de revenu. Donc en 2023, alors c'était déjà problématique, hein, ça fait 10 ans que je fais de l'e-commerce, ça fait 10 ans que c'est un problème, mais en 2023, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un problème au vu de l'augmentation des coûts d'acquisition et de l'ensemble des problématiques qu'on a. Donc je vais essayer, et on va essayer avec Flora et Alan aujourd'hui, de vous amener quelques réponses. On aura, c'est sûr, pas de baguette magique, mais par contre, et ça, alors ça devait être un GIF, mais Alan, il a tout cassé avant le webinar. Donc, merci Alan. Mais en gros, aujourd'hui, c'est ça. C'est faire que de l'acquisition, comme beaucoup de marques, beaucoup de DNVB l'ont fait ces dernières années. En fait, c'est brûler du cash. Brûler du cash dans une période où il faut qu'on soit tous hyper vigilants. 2023, c'est un peu l'année de tous les enjeux. Bon, on le voit, je vais pas être anxiogène, mais on le voit avec toutes les marques nationales qui tombent les unes après les autres en ce moment, et aussi les certaines DNVB qui se rapprochent de marques plus traditionnelles parce que il faut mixer les compétences retail et retail. Donc ça, c'est hyper important, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour augmenter ce taux de ce taux de conversion et baisser ces gens qui viennent mais qui ne consomment pas. Parce que des micro-points et des dixièmes de points de conversion font gagner énormément d'argent, qu'on soit petit. Alors forcément, plus on va faire de trafic et plus on va faire de chiffre d'affaires, plus c'est exponentiel. Mais il y a vraiment urgence à agir et urgence à ce qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Alors, pourquoi c'est si difficile d'aller améliorer ce taux de conversion? Parce que du coup, je rencontre beaucoup de marchands puisque je fais 2 ou 3 villes par mois dans des événements physiques. Donc, je viens vous voir et on vient vous voir avec Evolutive et avec nos partenaires. Et c'est difficile parce qu'en fait, chaque entreprise est différente et il y a vraiment un enjeu multifactoriel. Aujourd'hui, on est 3 où on vous accompagne au quotidien, mais on pourrait être 12 parce qu'en réalité, il y a besoin effectivement du paiement, il y a besoin du marketing automation, il y a besoin du personnalisation de la parcours client, mais il y a aussi besoin de vous. La logistique peut impacter un taux de conversion parce que parfois certains e-commerce ou entreprises ont des frais de logistique importants, donc le panier, le prix de la livraison est très cher. Voilà. Donc c'est vraiment multifactoriel, mais il y a quand même des bonnes pratiques à faire et aussi après, du coup, d'aller site par site et client par client. Et ça, c'est vraiment là, nous, tout l'enjeu qu'on essaye d'amener avec nos clients, c'est vraiment d'aller comprendre avec eux dans des phases de discovery pourquoi et qu'est-ce qui coince et comment adapter tout son e-commerce pour que ça fonctionne. Donc déjà, le cœur de ce que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est comprendre les internautes pour chacun leur amener une solution personnalisée. Il faut bien se dire que un internaute, et ça c'est très compliqué à entendre pour vous et pour des marchands, mais c'est de se dire déjà 90% des gens qui viennent sur votre site sont des égarés. Ils ne savent même pas vraiment pourquoi ils sont là. Et donc là, souvent, on me répond, bien sûr que si, ils sont bienvenus par le référencement naturel, par l'acquisition, donc bien sûr qu'ils savent pourquoi ils sont là. Non, en fait, ils sont venus parce qu'ils cherchaient, bien entendu, probablement ce que vous vendiez, mais ils n'ont pas encore compris qui vous êtes. Donc du coup, il faut les passer d'égarés à découvrir et faire de la phase de découverte. Et je donne un exemple très factuel à chaque fois, c'est un égaré, ça sert à rien de lui expliquer que la livraison est gratuite ou qu'il peut payer en 3 fois sans frais. C'est beaucoup trop tôt. Il n'est même pas encore là il n'a même pas encore compris exactement qui vous étiez, s'il peut vous faire confiance. Donc,
Là, il faut l'emmener dans une phase de découverte, lui raconter une histoire et faire qu'il devienne et qu'on passe dans la considération. La considération, c'est ah ok, là j'ai compris, j'ai confiance, maintenant je commence à parcourir le moteur de recherche ou les pages catégories. Et tout ça, ça se fait avec des solutions. On peut vraiment passer d'un site ultra statique à un site vraiment complètement dynamique qui va s'adapter. Et on va ensuite passer sur l'intention. Mais par exemple, dans les choses qui sont intéressantes de faire, c'est que, et je prends un exemple, je dis toujours, vous êtes une marque de chaussures. Moi, Thomas, je viens sur votre site et là, je commence à chercher des tongs aujourd'hui en mois de février. Mais la plupart des marques de chaussures, elles font quoi? Elles me poussent leur promo du moment, les produits qu'ils ont beaucoup en stock, qui sont des boots. Oui, sauf que moi, je pars aux Maldives dans 2 semaines. Donc, ça sert à rien de me vendre des boots. Il faut venir me vendre des tongs. Et moi, je cherche des tongs. Certes, il n'y en a pas beaucoup, mais commencez à me proposer plus de tongs. Ensuite, vous allez commencer aussi à comprendre, et là, c'est là où on met des solutions d'intelligence artificielle un peu derrière, mais moi, je regarde que les tongs en 43. Donc, ça ne sert à rien de me pousser des tongs femmes déjà, et encore moins des tongs euh, qui n'ont pas la taille en 43. Donc, en fait, c'est ça, adapter son parcours et son parcours d'achat à ses clients et à l'ensemble des internautes. Et puis, effectivement, dès que je commence à mettre des produits dans mon panier, eh bien là, me montrer que et Thomas, il ne te reste plus que 10 euros et tu as la livraison gratuite. Ben là, forcément, ça va me motiver, ça va me donner envie. Ensuite, le Graal, il y a quelques années, le Graal, c'était le point 5, c'était l'achat. À l'achat, on était tous contents et on allait tous trinquer. Sauf que maintenant, c'est plus suffisant. Pourquoi? Parce que la plupart des sites e-commerce et la plupart des ventes qu'on fait ensemble, le premier achat n'est pas rentable ou quasiment pas rentable. On a tellement investi tous ensemble dans de l'acquisition et autres que le premier achat, c'est juste le début de l'histoire. Donc là, ensuite, on va rentrer dans l'expérience du post-achat. Alors, l'expérience du post-achat, elle a plusieurs niveaux. Elle a le niveau, par exemple, des avis clients, mais elle a aussi le niveau de récupérer du feedback. Il faut quand même savoir que la question, une fois qu'on a fait une vente, qui est là, toujours la même depuis des années, et toujours en 2023, c'est quand même où est mon colis? Et donc ça, en termes d'expérience, quand on a un internaute qui est toujours en train de se demander où est mon colis en 2023, bah ça, c'est un vrai sujet d'expérience. Donc là, on peut accompagner. Et alors, sur le post-achat, pour le coup, bah, les solutions de marketing automation et Kiliba les premiers sont vraiment incroyables pour venir enrichir cette expérience de post-achat. De post-achat, que je sois livré ou que je ne sois pas livré, pour pas être oublié. Pourquoi? Parce que là, maintenant, le Graal en 2023 et en 2022, c'était aussi le cas, c'est le réachat. C'est qu'un client, on l'a converti une fois, il revienne. Parce que là, par contre, là, on gagne de l'argent et là, nos coûts d'acquisition, on les écrase. Je vais rentrer dans le détail d'une stratégie CRO. Alors, CRO, c'est quoi? C'est Conversion Rate Optimization. En gros, bon, c'est un mot anglais qui dit comment améliorer son taux de conversion et comment avoir une stratégie d'augmentation du taux de conversion. Il y a plusieurs étapes dans une stratégie de CRO. Je vais passer assez vite, mais en gros, c'est de vous dire que, d'abord, on analyse, 2, on A/B test et on réanalyse après ce qu'on a fait. Ensuite, bah là, vous avez une agence, vous avez un développeur, et forcément, bah là, vous mettez des tickets, vous priorisez. Ensuite, il y a les développements, il y a la livraison. Et souvent, on se dit, OK, bah, c'est fini. Et non, on repart au début. En fait, la stratégie de CRO, c'est vraiment une vis sans fin, tout comme l'optimisation SEO d'ailleurs. Un site qui s'arrête de travailler son SEO, bah, progressivement, il descend. Bah, là, c'est pareil. Je vais faire un gros focus aujourd'hui sur l'A/B test. Parce que l'A/B test est encore réellement sous-exploité par grand nombre de marchands pour des raisons diverses et variées. Souvent, on nous dit c'est cher. C'est vrai sans l'être. Effectivement, c'est un budget, mais c'est pas aussi cher qu'on le pense. Il y a des levels dans l'A/B test. Évidemment, les très très gros sites qui font de l'A/B test, c'est des énormes budgets, mais on peut faire de l'A/B test, relativement de manière accessible. C'est compliqué, ça va demander beaucoup de développement. Ça, c'est moins en moins le cas. Il y a plein de solutions d'A/B test où on peut faire beaucoup de choses et c'est, je vais exagérer un peu, mais quasiment du no-code. Donc ça, c'est très important, c'est l'A/B test. Bon, j'ai beaucoup parlé maintenant
je vais vous faire bosser un peu et on va voter. Donc là, tout le monde a son chat, ça va aller très très vite. Je vais avoir besoin d'Alan, de Flora, de Laura. Du coup, je vais vous faire voter et on va déjà regarder les solutions en termes d'A/B test. Alors, là, on a un A/B test avec une version donc originale, une fiche produit classique et une version avec une variation où on ajoute ce qu'on appelle un social proof. L'idée, c'est de dire, pour vous, quelle est la version qui va gagner l'A/B test? Et donc, gagner l'A/B test, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la version qui va retenir le plus longtemps l'internaute sur le panier? Quelle est la version qui va faire que j'ai plus d'ajouts au panier et donc plus de conversions et aussi, pourquoi pas, un panier moyen plus grand? Donc, du coup, on y va. Il y a un petit sondage qui a été mis, mais vous pouvez aussi voter dans le chat. Alan, je crois qu'ils sont tous partis chercher un sandwich. 11h16, il y a encore un petit peu de temps. Ok. On a l'original. Tu as un gros oui qui se dégage dans le sondage. Hein. Mais moi, je vois pas le résultat du sondage. Donc Bah là, tu as 25 votes et 84% pour le oui. Ah oui, mais parce qu'il je faut pense qu'il a large gagné. Donc, c'est l'original qui a gagné, c'est ça? Ok. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout l'original qui gagne. C'est celui avec l'ajout de la preuve sociale. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de s'identifier. Donc, en effet, Sophie, c'est la variation qui gagne. Et la variation, elle a quand même un 7% d'augmentation en mobile du chiffre d'affaires, une sortie de la page produit qui est en baisse de 4% et un panier moyen au global sur les parcours qui l'ont de plus de 10%. Donc, c'est énorme. On va continuer avec un autre. J'en ai plein, hein. Vous allez voir, c'est hyper sympa, j'en ai plein. Là, on est sur, du coup, toujours le même sujet, c'est d'avoir une fiche produit, une version où j'ai le bouton ajouter au panier qui est intégré dans la fiche produit et une version qui est sticky, donc qui reste tout le temps affichée dans le panier. Donc, on y va. Deuxième vote. Qui pense que la version originale l'emporte et qui pense que la variation l'emporte? Je vois que la variation tient la corde. Écrasante majorité. L'original essaye de se défendre, mais effectivement, un peu de mal. Ok. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Et là, c'est pas une petite augmentation, c'est 17% de taux de conversion en plus. Donc là, je sais qu'il y en a plein qui sont en train d'avoir pris leur mobile et de regarder est-ce que ma page produit, j'ai un sticky en bas. Eh bien, je vous le souhaite. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez ouvrir un ticket à votre agence tout de suite. On continue. Là, on est sur une page panier. L'objectif, c'était de se dire, pour être certain que les gens n'abandonnent pas le panier, puisqu'on a quand même, il faut quand même savoir cette statistique-là, c'est que 3 paniers sur 4 sont abandonnés. C'est-à-dire que si vous faites vos courses à Carrefour ou chez Decat, toutes les 4 personnes, il y en a 3 qui posent leurs courses par terre et qui partent. Voilà, donc ça, on se dit, c'est un peu fou dans la vraie vie, mais en e-commerce, c'est comme ça. Donc là, l'idée de Sephora, c'était de dire, est-ce que pour baisser l'abandon de panier, ici, je rajoute des informations avec la disponibilité en magasin, voilà, plein de compléments d'informations sur la fiche produit et la possibilité de faire d'avoir plein d'infos. Est-ce que ça va permettre de baisser le panier, de baisser la sortie du panier? Alors, allons-y à vos votes. Donc là, est-ce que l'original l'emporte ou est-ce que c'est la variation qui l'emporte? Donc, en gros, est-ce que celle qui contient plus d'infos va permettre de baisser l'abandon de panier? Donc, la variation semble l'emporter à fond. On va essayer d'attendre à peu près 50% de vote, puisque
Sinon, on va dire que c'est pas un vrai vote, qu'il n'est pas valable. L'impression d'être en élection de CSE en interne. 42. Allez, on va passer un autre ou deux. Non, je crois qu'on s'est arrêté à 42. Eh bien non, la version en variation perd l'A/B test. Pourquoi? Parce que trop compliqué, pas assez lisible et en fait, justement, au niveau du panier, les gens ont besoin de simplicité et on ne veut pas, alors là, attention, je vais dire quelque chose qui va faire peur, mais on ne veut pas que les gens réfléchissent trop. Pas trop de cerveau disponible à ce moment-là. On veut qu'ils restent focus. Ils savent ce qu'ils ont mis. On leur redonne, on leur montre le produit en très grand, donc ils sont très envie de l'acheter. Mais pas trop d'informations. Donc là, on a vraiment du coup là, la version variation aurait empiré les choses. Allez, je continue. On y va. Un autre sondage, inciter à passer au checkout. Donc là, on est toujours sur c'est un peu comme le point d'avant, mais là, c'est de se dire, on va simplement rajouter en sticky, en plus du bouton commander, quelque chose qui nous réindique les frais de livraison et qui nous donne le total du panier. Donc là, pour vous, qui l'emporte? Est-ce que c'est la variation ou est-ce que c'est l'original? Est-ce qu'en rajoutant juste un petit peu d'informations, est-ce que là, on obtient le résultat escompté, qui est de se dire, là, je vais vraiment baisser mon taux augmenter mon taux de conversion et baisser mon taux d'abandon de panier. Donc là, l'original est en train de se faire écraser littéralement. On arrive bientôt à peu près la quarantaine de votes. Donc, est-ce que si je rajoute une petite information sur les frais de livraison et sur le total de mon panier, est-ce que j'améliore l'expérience d'achat et donc est-ce que j'améliore le taux de conversion? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Et là, c'est vraiment des résultats on fire puisque du coup, 5% de CA en plus et plus 3% de panier moyen. Donc, ça veut dire quoi? Parce que on m'avait posé la question, on m'a dit, mais attends, mais en quoi ça peut augmenter le panier moyen? Ça peut augmenter le panier moyen parce que la partie frais de livraison, là, on voit la version gratuite. Mais si je suis en dessous du montant de livraison, le message, évidemment, change et me met plus que X euros pour atteindre la livraison gratuite. Et donc, du coup, les gens vont acheter, puisqu'en gros, frais de port gratuit, oui, mais total du panier, non. Alors, il faudrait faire un test, Pierre. En fait, je n'aurais pas la réponse, mais effectivement, les deux, là, c'était un test avec les deux, mais par contre, là où Pierre a parfaitement raison, c'est que il ne faut pas faire trop de c'est un bon contre-exemple, c'est que dans l'A/B test, si vous mettez plusieurs choses dans l'A/B test, vous ne pouvez pas savoir laquelle marche le mieux. Donc là, effectivement, si on voulait être très fin, il faudrait tester avec juste les types frais de livraison gratuits où il ne reste plus que, et puis après, rajouter le total estimé pour voir si le total estimé apporte quelque chose ou pas du tout. Et le dernier, la page de paiement. Donc ça, c'est un petit cadeau à Flora. Bon, elle ne m'a pas laissé le choix, sinon elle m'a dit, je te coupe les pieds de ta chaise. Donc forcément, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un petit A/B test. On a une page de paiement, donc celle de gauche, et on a une page de paiement, celle de droite, qui du coup est embarquée dans le processus d'achat et qui est normée. Donc le sondage est simple pour vous. Qui améliore le taux de conversion entre ces deux interfaces? Ouais, je suis d'accord, Kevin. Il y a un énorme suspense. Là, c'est plus vraiment tenable. Et oui, parce qu'en plus, on a des Payplug lovers dans l'assemblée, mais clairement, oui. Et la version de gauche, elle ne date pas, voilà, elle existe toujours, il y en a beaucoup. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, notre rôle d'accompagnement chez Evolutive, c'est d'aller dans l'A/B test, mais c'est aussi d'aller dans les partenaires. Et c'est clairement la version Payplug qui
qui gagne. On a un marchand Sylvanian Families en commun qui avait exactement il y a un an et demi, cette configuration-là. Et au moment du paiement, ils avaient un abandon à cette page-là de plus de 50% et qui est passé avec l'installation de Payplug à 15%. Donc, je peux vous assurer qu'en termes de conversion, ça change un peu la vie. Euh, donc, je termine par vous présenter rapidement Evolutive Group. Donc, Evolutive Group, on est une agence e-commerce. On ne fait que de l'e-commerce. Ça fait 17 ans qu'on fait ça. On conseille et on accompagne les sites e-commerce dans leur développement, que ça soit technique ou en acquisition ou en conseil. On est 100 collaborateurs. On a passé les 100 collaborateurs au mois de janvier. On a 4 bureaux physiques, Paris, Lyon qui est le siège, Bordeaux qui est le deuxième plus important bureau, et puis Aix-en-Provence. Donc, on essaye d'être à côté de l'ensemble de nos marchands. Et voilà, donc tous ceux qui ont besoin d'une agence réactive pour avoir plus de trafic, avoir un site plus performant, n'hésitez pas. Et à retenir, je finis par la petite conclusion. L'objectif de tout ce que je vous ai dit, c'est d'éviter d'identifier les points de friction. Plus vous avez de nœuds dans votre site, moins vous convertissez. L'A/B test, souvent, on arrive et les marchands veulent nous faire des tests très, très compliqués pour tester est-ce que si je fais ça et que ça et que l'internaute il fait ça. Et souvent, on dit, attends, déjà, testons des choses et vérifions parce que on a beaucoup de croyances et ce qui peut marcher sur un site dans les bonnes pratiques, je mets des guillemets parce que les bonnes pratiques, c'est très bien, mais ça marche pas toujours pour tout le monde. Voilà. Donc, du coup, les points de friction, commencez avec des tests simples et optimisez ensuite. Et surtout, n'ayez pas peur des tests négatifs. On l'a vu, il y a plein de variations qui n'ont pas marché. Et c'est tout le but. C'est que parfois, ce que vous avez fait fonctionne très bien, mais il faut le tester. À toi, Alan. Merci Thomas. Je vois que, on a 2 questions sur le paiement. Est-ce que Flora, je te laisserai y répondre peut-être dans ta partie, pour Thomas et Vaya? Ouais, très bien. OK, ça marche. On retient du coup, vos questions sur la partie paiement. C'est vrai que Thomas en avait parlé, on a beaucoup discuté là de conversion on-site et de, comment mieux faire passer à l'achat, ses clients, mais Thomas l'avait un petit peu abordé aussi. Il y a une partie qui est assez importante dans le e-commerce, et qui devient au fil du temps de plus en plus importante même, c'est, de travailler la récurrence d'achat. Si on prend un gros recul sur les 3 dernières années, bon je vais reparler d'un moment qui a un petit peu fait mal, mais, avec le covid et les confinements. En e-commerce, ça a été quand même une plutôt bonne période. On a des e-commerçants, des bébés e-commerce qui se sont lancés et qui ont pu, prouver leur concept, acquérir une bonne base de données et un bon trafic grâce à cette période-là. D'autres e-commerçants qui étaient déjà en place, qui ont pu tester des nouvelles méthodes pour générer encore plus de ventes. Mais globalement, 2020-2021 ont été des bonnes années en e-commerce. 2022, un peu en deçà des espérances. Mais l'idée, c'est justement, on a fait beaucoup d'acquisitions, sur ces e-commerce, et l'objectif en 2023, ça va être de travailler sa récurrence d'achat. Travailler sa conversion on-site, c'est hyper important, mais il faut comprendre que en ayant des personnes, en ayant un trafic qualifié qui vous connaît déjà, qui vous fait déjà confiance, votre taux de conversion ne pourra être que meilleur parce que vous cherchez à vendre à des clients qui vous connaissent déjà, qui vous font justement déjà confiance. Donc on va s'intéresser à comment travailler sa récurrence d'achat, pourquoi le faire et grâce à l'emailing. Donc j'ai commencé à l'expliquer un petit peu, mais le CPS, le cost per sales, donc le coût par vente, en bon français, en fidélisation est largement inférieur au coût par vente en acquisition. C'est normal, quelqu'un qui ne vous connaît pas, on n'est pas là pour faire le débat entre, acquisition contre fidélisation, mais c'est plutôt, de la complémentarité. Mais en général, le coût par vente pour faire passer quelqu'un, un inconnu, à l'achat, demande beaucoup plus d'efforts en temps, en argent, en éléments de réassurance, et cetera. Hem, Aller chercher des ventes complémentaires ou de la récurrence d'achat, d'ailleurs, si vous vendez aussi du consommable, c'est
rentabiliser son coût d'acquisition client. Encore une fois, faire acheter un inconnu, ça demande du temps et de l'argent. Une fois que ce client-là a passé sa commande, vous devez aller chercher la deuxième, troisième, quatrième vente, pour aller rentabiliser toute cette acquisition et tout le coût que vous avez passé là-dessus. Et au final, évidemment, vu qu'il est plus facile de, faire passer une commande à un client qui vous connaît déjà, votre taux de conversion on-site va être, également plus élevé. Alors, on nous demande souvent la fidélisation client, est-ce important pour moi? Il n'y a pas de profil type en fidélisation client. C'est-à-dire déjà en termes de secteur, il y a beaucoup d'e-commerçants qu'on aborde et qui sont pas forcément dans, les domaines dans lesquels on pourrait se dire, la fidélisation client, c'est évident, que sont assez souvent la mode et l'alimentaire. Et donc souvent on me dit: «L'emailing, moi je vends pas des fringues, je vends pas des pantalons, des t-shirts, ça me servira à rien». Il faut savoir que, nous, on accompagne des clients qui sont dans des secteurs hyper divers, dans évidemment mode et alimentaire, mais on accompagne des clients qui sont dans les pièces détachées. D'ailleurs, on a un ROI, par exemple, dans les pièces détachées qui est de 52, qui est, assez énorme dans les pièces auto. On a des clients qui sont dans la literie, pourtant on vend pas forcément un matelas tous les 2 mois, mais il y a du produit complémentaire à aller vendre et cetera. Heu, le seul domaine dans lequel on n'a pas encore, réussi à avoir de clients, c'est dans les pompes funèbres. J'attends qu'on me prouve le contraire et finalement pourquoi pas. Mais, en tout cas en termes de secteur, c'est ouvert à tous les secteurs. En termes de, quand s'y prendre, on me dit souvent aussi: «Je vais attendre d'avoir plus de clients en base de données, j'ai peur que, ce soit pas assez rentable». Il y a des outils, excusez-moi, aujourd'hui qui existent et qui sont gratuits. Vous pouvez aller travailler, votre fidélisation à partir de un contact en base de données puisque ces outils-là sont gratuits et donc vous ne payerez rien pour commencer à travailler là-dessus. Nous, sur Kiliba, pour aller chercher de la rentabilité, nos 1ers clients ont entre 200 et 300 contacts en base et arrivent déjà à aller chercher des belles rentabilités. Donc pour ceux qui ont des, 50, 100, plusieurs centaines de milliers de contacts en base, c'est clair que c'est, un levier sur lequel il faut investir. Alors, booster sa récurrence d'achat avec l'email marketing en conversion dans l'emailing, on considère que, la conversion, c'est de ramener le client de sa boîte mail vers votre site et ensuite ça va être toutes vos stratégies de conversion on-site, d'avoir le bon moyen de paiement qui vont faire que votre client, va finalement acheter. Les 2 prérequis, c'est d'envoyer un email à la bonne personne et au bon endroit. Donc déjà d'avoir une base de données qui est bien exploitable, c'est hyper important, pour la délivrabilité, donc qui va permettre d'envoyer l'email au bon endroit. Si un email arrive en spam, c'est sûr que, au niveau conversion, on n'y sera pas du tout. Maintenant, il y a un sujet aussi, personnalisation. Hem, En 2023, il ne faut pas espérer convertir grâce à l'email si on travaille comme en 1978. Alors 1978, ça va pas parler à tout le monde comme date. C'est l'année où un certain Gary Tuerk, qui travaillait dans une boîte d'informatique, a envoyé à tout le réseau ARPANET, donc l'ancêtre d'internet, un email pour les solliciter à participer, à la démo de son produit. Donc c'est, en gros le premier email de newsletter et l'apparition des spams qui est apparu directement. Il faut comprendre que depuis cette date-là, on reçoit tous de plus en plus d'emails, on est surexposé aux pubs. En moyenne, on est exposé à plusieurs milliers. Alors ça varie entre 5 et 10 000, évidemment, c'est pas un chiffre qui est, facile à et qu'il faut nuancer, mais, on est exposé entre 5 et 10 000 publicités par jour, dont plusieurs centaines d'emails. Donc quand vous envoyez un email pour aller chercher des commandes à vos clients, il faut vous dire que vous êtes en concurrence avec des centaines et des centaines d'emails. Et c'est là où la personnalisation vient tout changer pour se démarquer finalement de vos concurrents, hem et puis avoir une certaine cohérence dans la communication avec vos clients. En termes de chiffres, personnaliser un email dès l'ouverture,
Ça se joue donc dès l'ouverture, dès l'objet de l'email. Aller personnaliser un objet ou un pré-header, ça vient augmenter les taux d'ouverture en moyenne de 58%, 58% d'ouverture, augmentée, et sur le contenu de l'email en lui-même, on vient augmenter le taux de clic de 41%. Ce qui donne un ROI sur des emails personnalisés, vs des emails, lambda et des newsletters de masse, qui sont entre 5 et 8 fois plus rentables. Au niveau de la personnalisation, qu'est-ce qu'on va aller personnaliser dans l'email? Finalement, vous avez pas mal de choses que vous pouvez personnaliser et souvent des éléments auxquels on pense pas forcément. Par exemple, on peut personnaliser le timing. Quand on parle de timing, alors on peut parler des horaires, des jours d'envoi. Par exemple, envoyer à certains segments de votre base de données, des emails à différents horaires. Là, l'AB test d'ailleurs, dont parlait Thomas tout à l'heure, peut jouer un rôle hyper important. Aller viser un certain segment de votre base de données, tenter d'envoyer à plusieurs heures et voir lequel fonctionne le mieux. Mais quand on parle de timing, on parle aussi de personnalisation en termes de data client. L'anniversaire client, c'est un timing personnalisé. Si vous ne recueillez pas les dates d'anniversaire, vous pouvez très bien envoyer, et ça peut être le cas en B2B aussi, des anniversaires d'inscription. Ça fait 1 an que vous êtes inscrit sur mon site. On vous remercie pour votre fidélité. Il y a aussi les éphémérides. Alors, aujourd'hui, c'est la Saint-Lazare. Vous avez peut-être pas 36 000 clients en base de données qui s'appellent Lazare, mais hier, c'était la Sainte Isabelle. Si vous aviez envoyé un email à ma maman hier pour lui souhaiter une bonne fête, et ben, vous auriez été un des seuls à lui avoir souhaité, contrairement au jour de son anniversaire, et vous auriez eu beaucoup plus de chances d'avoir l'email ouvert. Heu, Personnaliser l'objet, hem, l'objet et le pré-header qu'on oublie souvent. C'est cette petite phrase que vous avez, juste après l'objet en boîte de réception et qui est visible. Personnaliser cet objet et cette phrase de pré-header, ça vous permet d'avoir une ouverture donc, on l'a vu tout à l'heure, qui est bien plus grande. Ensuite, en termes de contenu d'email, vous pouvez les personnaliser selon les envies de vos clients. Par exemple, je vais le voir, juste après sur la partie quelle date à utiliser, mais si vous leur demandez à l'inscription quel sujet les intéresse, vous pouvez personnaliser vos contenus en fonction des sujets, auxquels ils vous ont répondu. Vous pouvez aussi personnaliser les offres avec des codes promo adaptés sur vos clients qui ont le plus de valeur pour vous. Évidemment, pour ça, il faut faire du scoring. Personnaliser les recommandations produits, ça c'est hyper important. À part si vous avez une cible qui est très hétérogène en termes de clientèle, qui est très homogène, pardon, assez souvent justement vous avez des bases de données hétérogènes avec, des clients qui n'ont pas forcément les mêmes envies, pas forcément les mêmes besoins. Et le but dans l'emailing, c'est d'apporter le bon produit à la bonne personne, au bon moment, mais surtout le bon produit à la bonne personne pour convertir directement. Entre recevoir un texte de 10 lignes, qui est envoyé à 5 000 personnes, c'est exactement le même texte pour 5 000 personnes et qui ne va finalement pas parler aux gens. Envoyer le bon produit à la bonne personne, c'est un peu ce que disait Thomas tout à l'heure, on n'a pas le temps d'analyser les infos. Si j'envoie le bon produit, OK, mon client, ça l'intéresse, il clique, il revient sur mon site. Et adapter au final la pression marketing. Vous avez peut-être, dans vos clients, des personnes, comme ma mère qui n'aiment pas du tout recevoir des emails. Si vous leur envoyez trop d'emails, ils vont se désinscrire. Au contraire de moi qui suis un bon client, on appelle ça, ça paraît un peu péjoratif, mais, une vache à lait. Certains e-shops, je suis leur vache à lait, je reçois des emails, je clique dedans, et ben, capitalisez sur ces clients-là, sur lesquels vous allez beaucoup convertir et envoyez-leur un peu plus d'emails qu'aux clients qui ne sont pas appétents à l'emailing. Sur cette partie-là, quelle data utiliser? Toutes les datas déclaratives, ça peut être de l'anniversaire, du genre, pour, connaître aussi les dates de naissance et cetera. Tout ce que votre client pourra vous donner et que vous pouvez récupérer à l'inscription. Il ne faut pas non plus trop en mettre, sinon ça peut être des freins justement à la création de compte. Réfléchir à quelles données vous avez besoin pour personnaliser, votre parcours client Insight et vos emails. Tout ce qui est comportemental, visite sur le site, visite de produits, visite de catégories, combien de temps mon client passe à quels endroits et cetera. Historique d'achat, c'est hyper important pour aller voir, quels sont les produits que mes clients ont achetés,
faire du couplage produit pour faire de la vente complémentaire et les datas spatio-temporelles pour envoyer, par exemple, un client, qui habite, au fin fond de la Bretagne ou, un client qui habite, à Marseille n'aura pas forcément les mêmes besoins et vous pourrez envoyer des recoproduits, personnalisés pour envoyer, des justement des produits en fonction de la localisation de vos contacts. Pour travailler sa récurrence d'achat par mail, vous avez 2 solutions, la newsletter et l'automation. Assez souvent, les e-commerçants, quand ils débutent la récurrence d'achat, vont s'axer plutôt sur la newsletter parce qu'elle est plus accessible, en termes de prix assez souvent avec des modules qui sont gratuits. Elle est peu exigeante aussi en termes de connaissances et globalement, on peut tous envoyer une newsletter. Par contre, elle est assez chronophage. Il faut y revenir tout le temps. Dès que vous envoyez un mail, il faut travailler son contenu, le templating. Elle est souvent mal utilisée, une newsletter, de base, c'est pour faire du contenu plutôt storytelling, alors que la plupart des personnes envoient aujourd'hui des promos et des nouveautés, sans segmentation et donc envoient les mêmes promos, les mêmes nouveautés à tout le monde et c'est là où on vient générer peu de ventes. Les newsletters aujourd'hui ne sont pas n'est pas le levier marketing qui vient générer le plus de ROI et à côté, vous avez le marketing automation qui ne se résume pas à uniquement la relance panier abandonné et d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si vous, le marketing automation, vous avez d'autres scénarios, que la relance panier abandonné en place. Et donc marketing automation, c'est, envoyer un email en fonction d'un comportement client ou, d'une donnée client de manière automatisée. Ça permet de gagner énormément de temps, mais aussi de générer beaucoup plus de ventes avec plus de taux d'ouverture, plus de clics, donc plus de conversions, d'obtenir des meilleurs résultats. Pourquoi est-ce que c'est moins utilisé que la newsletter alors que les résultats sont meilleurs? Et bah, parce que une fois que c'est en place, c'est très bien, mais il faut justement l'activer et c'est là où on rentre dans des logiques qui sont assez longues et complexes, et qui peuvent demander plus de connaissances techniques, voire l'accompagnement, d'agences. Hop. En effet, si on veut mettre un marketing automation qui soit très performant en place, il va falloir un CRM synchronisé, qui va nous permettre d'analyser et de mieux connaître nos clients, établir des buyer persona, faire de la segmentation sur des datas qu'il aura fallu récolter et traiter. Traiter ces datas, c'est aussi tout un travail. On va devoir ensuite travailler tous les workflows. C'est vrai Dominique, bonne remarque, chronophage, complexité, c'est plutôt dans le terme justement, on l'aborde avec, l'élaboration, le setup du CRM, des workflows, c'est là où on entre dans de la complexité qui peut être technique. Penser ces scénarios, comment est-ce que je vais les mettre en place? Quel trigger je vais activer? Comment est-ce que mes scénarios vont, communiquer les uns avec les autres? Faire tout le travail de rédaction et ensuite, Thomas parlait de l'amélioration continue tout à l'heure, bah, gérer tout ce qui est, analytics. Et ça demande donc, souvent 3 domaines de compétences. Un domaine marketing, sur tout ce qui est rédaction des contenus, tech et dev pour gérer, la synchronisation du CRM, gérer la réputation pour tout ce qui est délivrabilité et un contenu plus data science pour tout ce qui est traitement des datas et qui va permettre finalement d'envoyer, le mail avec les bons produits à la bonne personne. Ce qui fait qu'assez souvent, on a peu de marketing automation en place, même si je vois que, dans les votes, on est quand même à 54 de marketing automation activé en dehors de, la relance panier. Mais vous voyez, on a quasiment un e-commerçant sur 2 qui n'a pas d'autre scénario que la relance panier abandonné. Pour vous donner une petite stat sur Kiliba, sur nos clients, la relance panier abandonné, si on compare le chiffre d'affaires et les ventes générées grâce à ce scénario vs le total de ventes générées par tous les scénarios, on est à 10. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas activé d'autres scénarios que la relance panier abandonné, ils passent théoriquement à côté de 90 de chiffre d'affaires, grâce à la feed. Donc c'est un levier qui est hyper complexe à installer, qui représente parfois des pertes de temps, des pertes d'argent et qui demande des spécialisations métiers. Heu
Et c'est là où nous, on va intervenir avec Kiliba, avec un module qui est hyper plug and play et qui vous permet d'avoir du jour au lendemain un marketing automation performant et personnalisé en place sur la boutique. Un petit cas client, By Joanne, c'est une bijouterie qui est située à Lyon, qui utilisait avant Kiliba une plateforme d'email assez généraliste, comme on peut retrouver des Mailchimp, des Sendinblue, des Mailjet, et qui manquait de temps pour activer du marketing automation. Résultat, qui faisait uniquement de la newsletter, qui n'était pas ciblée, il n'y avait pas de segmentation, et assez peu rentable, puisque les taux d'ouverture étaient dans les classiques qu'on peut retrouver sur ces solutions-là, entre 10 et 20 d'ouverture et environ 2 de clics. Et avec Kiliba, ils ont activé en 3 heures. 3 heures, c'est vraiment avec un setup complet, une personnalisation, mais la solution peut être activée en une trentaine de minutes. 23 scénarios avec de la segmentation client, des algorithmes de recommandation produits. Et donc avec tout ça, on est sur des taux aujourd'hui qui sont de 54 d'ouverture, 7 de clics et un taux, et 20 de chiffre d'affaires, une augmentation de 20 du chiffre d'affaires, donc grâce à l'email marketing et à la récurrence d'achat qui est, désormais bien travaillée chez eux. Mais pour ça, on a, toute la partie, paiement qui passe, en dernier et je passe la main à Flora. Merci. Moi, je vais commencer par un sondage pour continuer sur les bonnes pratiques de Thomas et Alan. Est-ce que vous connaissez les 3 raisons principales de l'abandon de panier ou est-ce que vous sauriez en citer une ou deux qui pourraient être pour vous des raisons majeures pour lesquelles votre client quitte votre site ou abandonne son panier? Frais de livraison. Frais de livraison, ok. Très... Perte de confiance au moment du paiement. Kevin, tu me vois venir. Lenteur, information pas claire, sécurité, facilité, rapidité de paiement. Alors, ça va très vite, mais je vois de bonnes choses, problème de paiement. Bon, évidemment, vous me voyez venir avec le paiement. Toutes ces réponses sont bonnes, mais alors, si on reprend les 3 raisons principales, pour 26%, c'est un processus de paiement trop long ou trop complexe. Pour 17%, c'est un sentiment d'insécurité. Donc, effectivement, ça avait été dit aussi au moment de renseigner ses données bancaires. Et enfin, le manque de moyens de paiement. Donc, effectivement, il y a des choses à aller améliorer au moment du paiement pour gagner en vente très facilement, en tout cas très rapidement, en installant juste un petit module qui permet potentiellement de réassurer, potentiellement d'ajouter des moyens de paiement et aussi de simplifier le process de paiement. Le paiement, c'est la dernière étape du parcours d'achat, donc c'est effectivement celle à pas négliger. A priori, on est revenu donc sur tout le tunnel d'achat, la conversion et tout ce que vous avez fait pour amener votre client jusqu'au checkout, et c'est pas le moment de le perdre. Moi, l'idée là, c'est d'aller assez vite, mais de vous donner un peu les 3 leviers pour gagner en conversion au moment du paiement. Et donc, le premier, c'est effectivement de fluidifier son parcours de paiement grâce notamment à une page de paiement personnalisée. Donc, on l'a vu avec Thomas par rapport à tout à l'heure une page bancaire un peu classique qui n'a pas su forcément s'adapter aux nouveaux critères de conversion en ligne, critères de personnalisation, de réassurance, etc. VS, une page sur laquelle on va venir remettre sur l'univers de son site, limiter la friction et surtout éviter de déclencher dans la tête de votre prospect client à ce moment-là un facteur de doute sur la sûreté de votre site, sur le fait que le paiement va bien passer, qui ne met pas ses données bancaires n'importe où, ce qui peut être parfois le passage où il peut se dire, je vais quand même aller voir ce qui se fait chez le concurrent ou sur cette marketplace que je connais, etc. Et donc, il peut vous faire perdre une vente. Moi, dans mes 3 conseils, donc celui-là, je vais reprendre pas mal de choses qui ont déjà été dites, qui sont globalement de très bons conseils lorsqu'on veut optimiser sa conversion en ligne, à savoir tester. Et là, je reviens sur la remarque, alors je ne sais plus qui a posé la question tout à l'heure, mais est-ce qu'on connaît la différence entre les résultats d'une page intégrée vs une page redirigée, où là, comme vous voyez, il y a cette espèce de pop-up aussi qui peut venir se mettre sur votre parcours d'achat. Alors, j'ai pas aussi bien travaillé que Thomas, j'ai pas qu'est-ce que ça rapporte d'avoir une page intégrée en termes de conversion exactement. Ceci dit, oui, la page intégrée, c'est quelque chose qui est
de plus en plus normalisé. Nous, pour être tout à fait franc, on ne l'a pas aujourd'hui, mais on travaille dessus. Donc, je ne vais pas dire que la page intégrée n'est pas le must. Par contre, vaut mieux une bonne page redirigée qu'une page intégrée pas terrible. Et ça, il y a zéro débat. De la même façon, nous, on a des marchands, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas la page intégrée chez Payplug, qui partaient d'une page intégrée, qui sont venus chez nous pour diverses raisons, et qui n'ont pas vu une baisse de conversion. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas prouver qu'il y a une hausse de conversion par la page intégrée. Par contre, je sais prouver qu'on a plusieurs cas qui n'ont pas eu de baisse de conversion liée à ça, parce qu'en fait, on a des solutions de personnalisation, de réassurance avec les logos, du fait que ça vienne et que du coup, ça rajoute pas forcément une redirection ou un temps supplémentaire, la page de redirection ultra rapide, qui font que ça suffit et que parfois, c'est mieux d'avoir une jolie page de paiement, même si elle est redirigée. Là, par exemple, je vous ai remis très rapidement l'exemple de Monsieur Moustache, ce que ça donne sur desktop vs sur mobile. L'idée, voilà, c'est de toujours penser responsive, de toujours penser est-ce que c'est le clavier numérique qui remonte quand on a les numéros de carte? Est-ce qu'on a les éléments visuels qu'on a l'habitude de voir ailleurs? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est simple? Et est-ce que votre marque est bien présente pour toujours éviter cette étape, enfin ce côté un peu friction au moment du paiement? Sur la deuxième partie, là, on est un tout petit peu plus technique. Je ne sais pas si vous connaissez ici tous votre taux d'acceptation. C'est quelque chose dont on parle très peu. Évidemment, on est très focus sur le taux de conversion. Déjà, si vous connaissez par cœur votre taux de conversion, félicitations, parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, il faut aller le chercher. On ne connaît pas sa saisonnalité. On ne sait pas quand est-ce qu'on a une meilleure conversion ou pas. On ne fait pas forcément d'A/B testing. Et là, encore une fois, le taux d'acceptation, si vous le connaissez pas aujourd'hui, allez le chercher et posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le taux d'acceptation, c'est le nombre de tentatives de paiement sur le VS, le nombre de paiements effectivement passés. Aujourd'hui, les taux d'acceptation, donc, on a l'habitude de voir quand les clients arrivent, par exemple, de solutions bancaires, ça va être autour de 90%. Enfin, je dis bancaire, je ne vais pas la pierre aux banques, mais en tout cas, de solutions peut-être qui ont moins travaillé ces couches basses du paiement, vont peut-être en fait vous générer des échecs de paiement. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a des solutions de paiement qui proposent justement de limiter la demande d'authentification forte, donc tout ce qui est lié à la DSP2, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ces termes, c'est typiquement le fait qu'on vous demande d'aller vers votre application bancaire pour valider un paiement. Ça, vous avez remarqué, de temps en temps, on vous le demande, parfois on ne vous le demande pas. Aujourd'hui, on arrive de plus en plus à mieux orienter cette demande, d'aller créer moins d'authentification forte sur certains paiements qui semblent sécurisés et parce qu'on a de la data qui nous permet de le faire. Donc ça, globalement, je ne rentre pas dans le détail pour ne pas vous perdre, mais plus d'acceptation, plus de conversion. Si c'est toujours dans un cadre sécurisé, pas plus de chargeback, donc pas de retour à payer, et donc effectivement une augmentation du chiffre d'affaires qui en découle immédiatement. Je vais vous donner deux exemples avec qui on a travaillé récemment. Fago, la marque de vêtements hommes éco-responsables, qui était autour de 90% d'acceptation. Donc en fait, 9 paiements sur 10 passés. En passant chez nous, ils sont passés à 98%. Donc pratiquement tous les paiements qui passent. De la même façon, Bonsoir, spécialisé dans la literie, une marque aussi assez connue, on les a vu pas mal récemment dans les bouches de métro. Ils ont gagné aussi 4 points d'acceptation en passant vers cet algorithme-là qui permet de mieux orienter cette demande, sachant que la règle, je la rappelle, c'est toujours la banque émettrice, la banque du client, qui décide ou non d'authentifier le paiement. Si elle reçoit suffisamment d'informations, que les choix sont bien orientés, etc., elle limite cette demande d'authentification force. Alors, Diksha, je te laisse me dire ce que tu pensais et volontiers pour revenir dessus. Le troisième conseil en attendant, c'est diversifier vos moyens de paiement. On l'a vu, hein, c'est la troisième risque d'abandon de panier. Aujourd'hui, moi, le conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est connaissez bien vos clients, votre audience, et essayez de comprendre si c'est une audience qui va plutôt avoir besoin de paiement. Alors, là, j'ai mis des exemples. Amex, Bancontact, qui est le moyen de paiement local en Belgique, Apple Pay, qui est évidemment un moyen de paiement qui favorise la conversion puisque c'est un clic, et le paiement fractionné garanti. Mais
là, on parle que de paiement CB. Sachez aussi qu'il y en a qui ont l'habitude de payer par wallet. On connaît tous très bien PayPal. Demandez-vous juste de quoi a besoin vos clients, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de voir chez la concurrence et bien évidemment, restez au courant des tendances du marché. C'est pour ça que je vous ai mis ces quelques paiements. Je vois que ça va vite dans le chat. Thomas, je compte sur toi pour me reposer la question. en attendant, je vous ai juste, sur les tendances de marché, fait un petit état des lieux du paiement fractionné garanti, puisque nous, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qu'on active de plus en plus chez nos marchands. C'est évidemment pas fait pour tout le monde, mais sachez que le paiement garanti, ça peut être un fort apport de conversion et un fort apport pour augmenter votre panier moyen. Donc aujourd'hui, il y a 75%, alors c'est une étude à l'échelle européenne, donc des Européens qui sont plus attentifs à la gestion de leur budget. On s'en rend tous bien compte, on ne parle que de ça en ce moment. Et 39% des Européens ont payé en plusieurs fois par carte bancaire en 2021. Je n'ai pas le chiffre actualisé, c'est une étude donnée en 2022, mais je sais déjà que c'est en croissance. Sur les quelques success stories que je peux vous partager, 3 cas assez simples et où on voit très bien l'évolution avant-après mise en place du paiement fractionné garanti. La maison de l'astronomie spécialisée dans tous les produits liés à l'astronomie sont passés d'un panier moyen de 280 € à 500 € avec la facilité de paiement. Donc évidemment, c'est un secteur où les paniers moyens sont déjà très élevés. Je sais que vous allez me le dire. Pour le coup, c'est quand même hyper intéressant de se dire il y a une attente des clients et en fait, dès qu'on débloque cette possibilité, ça génère par exemple de l'upsell, du cross-sell, des achats supplémentaires, en tout cas des paniers moyens plus élevés. Pegasus, rien à voir dans le secteur de la sneakers, qui a augmenté son panier, qui a plus que doublé son panier moyen en appliquant. Là, on voit carrément la petite pop-in sur leur site. Encore une fois, c'est quelque chose qui va ramener de la réassurance parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de les voir sur les plus gros sites e-commerce. Et en plus, là, il y a le détail de l'échéancier et donc tous les frais que va devoir payer le client. C'est complètement transparent pour lui. Il peut faire son choix dès la page produit. Sur un dernier exemple un peu plus atypique, sur du matériel médical domicile, qui lui a installé au nez. Donc là, moi, c'était juste pour vous déplier un tout petit peu le parcours. On le retrouve évidemment, 1, sur la fiche produit, 2, sur le checkout, toujours très lisible. C'est pour faire en sorte que, quel que soit le moment où la volonté se déclenche de payer, de fractionner le paiement, l'information soit toujours disponible. Et ça, vraiment, c'est le conseil qu'on donne partout. Pensez toujours votre site de façon à ce que la personne puisse avoir l'information qu'il cherche très rapidement, sans la chercher et sans que ça coupe son intention d'achat. Et enfin, évidemment, la partie checkout assez classique où on voit encore l'échéancier où il peut payer directement. Les résultats de médical domicile, c'est 6% de conversion en plus, 15% de moins de paniers abandonnés et 10% d'augmentation du panier moyen. En tout cas, on peut voir que ça peut toucher différents KPI, que ça peut vous faire travailler. Évidemment, ces stratégies-là, elles sont toujours accompagnées d'optimisation. Nous, ça, c'est des marchands qui bossent avec des agences, donc certains, évidemment, avec Evolutive Group. Et donc, c'est très bien de pouvoir isoler une optimisation pour faire de la B-testing et voir l'avant-après pour se faire un avis très concret si la feature a bien marché. Par contre, quand on change de solution de paiement et donc on revoit un petit peu toute la stratégie, malheureusement, c'est difficile de parler de façon incrémentale de l'optimisation en question. Je tiens à le préciser. Et alors, pardon, je suis allée à la slide pour récapituler, mais je n'ai pas réussi à suivre les questions. Non, mais j'ai fait ton assistant, chère Flora. Donc, Emmanuel a une question. Est-ce que tu confirmes qu'Apple Pay n'est pas disponible sur Shopify via Payplug? Pas encore. Donc, je veux surtout pas créer de frustration pour les personnes qui ont Shopify dans cette assemblée. Non, mais pas de frustration. Ils m'appellent et puis on va les passer sur PrestaShop. Il n'y a pas de problème. Je pense que je vais prendre un appel de Shopify dans les 10 minutes. Voilà. Après, sur Shopify Plus, il peut y avoir de la cohabitation entre un module de PayMeter et le module Payplug. Malheureusement, pas encore pour le reste. Alors
Donc, je vais faire le petit récap. Déjà, je vais vous remercier parce qu'il est midi et on n'a pas perdu tout le monde. J'entends d'ici les gargouillis des ventres mais ils en ont combien encore des slides? Mais c'est tellement génial qu'on peut pas partir. Donc, J'ai cette essayé d'être dualité rapide pour ma part. mais c'était formidable. Moi, perso, j'ai appris déjà plein de choses. Il y a une petite question. Alan, je crois, dans le open rate intervient aussi l'arrivée du mailing. Alors, Ouais. lis-le parce que je ne comprends pas la question. Alors, il y avait déjà, je vais juste répondre à la question de Pierre qui m'avait demandé il y a un petit quart d'heure et à laquelle j'avais pas eu le temps de répondre sur combien d'emails il faut que j'envoie à mes contacts. Au niveau de la gestion de pression marketing, ça va dépendre de la base de données, du type d'email envoyé. Est-ce que c'est du contenu? Est-ce que c'est de la promotion? Est-ce que c'est de l'automation? Et aussi de chaque client en lui-même. C'est la gestion de pression marketing individualisée. C'est de savoir en fonction, en gros, de chaque client, quel est son rapport à l'email, combien d'emails je lui envoie. Et là, c'est de l'A/B test et il faut en plus se baser sur de la data. Qu'est-ce que j'ai envoyé à mon client? Qu'est-ce qu'il a ouvert? Et du coup, combien je peux lui envoyer d'emails? Avant de. Alors, je suis désolé, je te coupe parce que je vois qu'il y en a qui s'en vont. Avant de partir, on lance un petit sondage pour savoir si vous avez appris au moins quelque chose aujourd'hui lors de ce webinaire. Ça nous permettra de nous améliorer. Donc, le dernier sondage de la journée. Donc, moi, je mets oui. Allez-y à vos votes. Il n'y a plus que 72 participants, mais on veut 80 votes. Donc, on va avoir un petit souci. Non, mais voilà. Donc, rapidement, pour conclure, on l'a dit, on le redit, tester, tester, tester. Merci Valérian. Merci Anaïs. Voilà, tester, optimiser vos communications. Et je résumerai la question d'Alan. En fait, le volume que vous envoyez tous les jours, en fait, on s'en fout un peu, puisque du coup, le but, d'envoyer les bonnes communications au bon moment aux bonnes personnes. Donc, si vous avez une base de 3 millions de personnes, peut-être que vous enverrez 1 million de mails par jour, mais ça, c'est pas grave. Et vous l'aurez compris avec l'incroyable intervention de Flora, le paiement n'est pas une commodité, le paiement est quelque chose à bien. Voilà, c'est pas la clé dans la serrure, c'est vraiment le serrurier et tout son kit avec. Donc vraiment faites attention au paiement. Et merci à tous. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas encore à faire ce petit vote. On a 25 votes, ça nous ferait très plaisir. Voilà, et on a adoré être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre nos comptes LinkedIn aux uns et aux autres parce que pour le coup, tous les trois, on essaye de partager des contenus hyper intéressants régulièrement. On n'a pas de copywriter relou qui poste de la soupe. C'est nous qui faisons nos contenus tous les trois. Voilà, donc on essaye vraiment d'apporter plein de choses. Et puis j'espère vous voir pour ma part et avec mes deux acolytes qui vont venir à nos events aussi sur le terrain. Voilà, on adore vous rencontrer. Merci à tous et à très vite pour le prochain webinaire. Ouais, carrément. Et surtout, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on est disponible via LinkedIn, via email, avec grand plaisir pour continuer les discussions et le faire de façon peut-être plus personnalisée sur vos cas bien précis. N'hésitez pas, par chat, par jour, la nuit, on fait tout. Merci à tous. Le webinaire vous sera renvoyé normalement en replay. Et comme l'ont dit Flora et Thomas, on reste dispo si jamais pour approfondir quelques questions. En tout cas, merci de vos interactions aussi. C'était super sympa. Merci à tous. Merci, Bonne journée à journée. tous.